Donc vous avez probablement suivi les deux premiers cours liés à l'aspect énergétique et à l'aspect stabilité de pression de mon installation la plus simple possible, avec seulement 3 compresseurs à vis lubrifiés et 3 usages particuliers qu'on a choisis parce qu'ils posent des problèmes un peu différents. Bien évidemment, les installations réelles de votre site seraient à prendre en compte, et puis là on examinerait en détail la manière d'engager les compresseurs de votre centrale ou de vos centrales d'air comprimé dans une étude. Là pour l'instant je dirais qu'on est dans une sorte d'initiation à une manière de raisonner qui peut être utile à des débutants. Voilà. Et donc c'est le début d'une formation que nous allons vous poursuivre en affinant progressivement notre connaissance du réseau de distribution, des détails du traitement d'air et des choix au niveau des plans de comptage, s'il y a des comptages. Après avoir traité énergie et pression, on va s'intéresser au troisième critère qu'on peut souhaiter prendre en compte dans un effort d'optimisation. Et c'est la qualité de l'air comprimé. La qualité de l'air comprimé, c'est principalement dans l'industrie la présence d'eau liquide. Le problème qui peut se poser, la non-qualité de l'air comprimé, c'est la présence d'eau liquide dans l'air comprimé. Pourquoi? Si vous avez un filtre à manche qui est à l'extérieur ou un vérin qui est à l'extérieur, le réseau même qui alimente ces usages de l'air comprimé en air comprimé passe à travers des zones non chauffées où il peut quelquefois geler en hiver dans des pays où la température devient négative. Donc si vous êtes au Canada, dans un coin un peu froid, hein, évidemment les choses ne seront pas tout à fait pareilles que si vous êtes en Grèce. Et le séchage de l'air comprimé évite en premier lieu la formation de bouchons de glace dans des parties non chauffées, vous voyez, qui peuvent gêner la marche. Deuxièmement, les vérins, même si ça ne gèle pas, la présence d'eau liquide va gêner beaucoup le fonctionnement d'un vérin, va gêner pas mal, selon les produits, le décolmatage des manches, parce que si on balance sur les manches, si on envoie de l'eau dessus, et si cette eau se mélange à des poussières de ciment, par exemple, ça va endommager des manches qui sont quelquefois très coûteuses, ça peut les endommager très vite. Enfin, donc pour préciser, certains fabricants de ciment, sur leur filtre à manche, prévoient systématiquement, même dans les pays chauds, des sécheurs par absorption, on verra ce que ça veut dire dans la suite, qui permettent de mieux sécher l'air comprimé et d'être beaucoup plus fiable par temps très chaud, donc ça peut servir même dans les pays chauds, tout simplement parce qu'ils savent que les manches sont chères et qu'il faut beaucoup de travail pour les remplacer, et donc ils ne souhaitent pas les endommager trop vite. Les vérins peuvent être gênés par la présence d'eau, parce que les distributeurs, vous voyez, qui sont conçus pour alimenter à une certaine vitesse, en air comprimé, pour assurer un déplacement à une certaine vitesse. Il y a des réglages de déplacement qui se font par des petits robinets sur l'alimentation en air comprimé et également sur l'échappement. Et donc, si vous avez de l'eau dans le distributeur ne va pas se déplacer tout à fait à la même vitesse. Vous voyez, il va se déplacer en général plus lentement. Et je dirais que les vérins, en présence d'eau, vont avoir un comportement un peu aléatoire qui peut beaucoup gêner la bonne marche d'une industrie manufacturière. Vous voyez, donc, si vous avez des lignes de fabrication automatisées, vous pouvez éventuellement mesurer la pression plus que le débit. Le débit, ce serait, comment dirais-je, pour moi sur des vérins, c'est peut-être un peu superflu, à moins que ce soit des très gros vérins. Actuellement, nous faisons des campagnes de mesure sur des vérins dans l'industrie de l'aluminium qui servent à casser la croûte, vous voyez, sur des cuves d'électrolyse. C'est des gros vérins. Ça peut présenter dans ce cas-là un intérêt, si c'est des vérins qui sont importants et qui ressemblent un peu à des marteaux-piqueurs. Vous voyez, évidemment, ça peut devenir très important de mesurer ça. La température, pour le vérin, la température sensible, c'est un élément de la qualité qui est trop négligé, mais le vérin peut bloquer si l'air est trop chaud. Voilà. On pourra examiner pourquoi l'air serait trop chaud. Vous voyez, on peut imaginer que ça vienne d'un compresseur d'air mal refroidi, ça existe. On a eu le cas d'un compresseur de secours, qui est un compresseur de chantier, qui a envoyé de l'air à 100 degrés. Ça a bloqué tout un tas de vérins. Vous voyez, oui, ça a causé d'autres dommages. Alors, les vannes de régulation, elles vont être gênées principalement par l'eau, l'huile ou les poussières qui pourraient s'accumuler dans des endroits où il ne faut pas. Vous voyez, donc elles sont souvent protégées par des filtres locaux, vous voyez, mais bon, quelquefois ça passe.
on va se poser la question de comment. Alors, on va se concentrer sur la présence d'eau, qualité de l'air comprimé, pour le cours le plus général. Vous voyez, ici, on n'a pas de souci lié à la présence d'huile. Vous voyez, les vérins ne sont pas gravement gênés par un peu d'huile de compresseur. Le filtre en manche non plus. C'est pas l'agroalimentaire, c'est pas le pharmaceutique. Vous voyez, les vannes de régulation, oui, mais on va avoir un traitement local, comme c'est des petits débits, c'est des petits filtres. Donc, on va traiter ça. On va voir ici la question du séchage. Donc, on détaillera plus tard comment fonctionnent les différents types de sécheurs, vous voyez, où on peut les installer, dans quel ordre. Mais à ce stade, on se pose la question au schéma et mesure. On a un schéma qui est incomplet. On ne va donc pas se concentrer sur le traitement d'air puisqu'on ne l'a pas encore spécifié. On va donc se poser des questions sur ce qui convient de mesurer. On mettra ça peut-être en rouge, vous voyez, pour expliquer que le séchage, tout d'un coup, ne fonctionne pas bien. Vous voyez. Alors, quelquefois, déjà, le sécheur peut être en panne. Donc, il va falloir à un moment donné examiner un peu ce qui se passe là-dedans. Et là, on suppose que le séchage est sous-traité à quelqu'un, vous voyez, qui est très fort et qui sait très très bien entretenir ses sécheurs. Vous voyez. On verra que quelquefois, c'est des choses qu'il faut quand même que vous vérifiez. Hein. La première chose à examiner si vous avez des problèmes de séchage, c'est ce que je vais appeler ici la température d'aspiration de chacun des compresseurs. Donc, dans une campagne de mesure, je demande toujours à Romain, notre jeune ingénieur mesure, de nous mesurer les températures d'aspiration. C'est pas cher. Ça permet de mieux comprendre le vrai débit des compresseurs aux conditions d'aspiration. Hein, donc, de raisonner comme les fabricants de compresseurs, qui, dans leurs normes, se basent non pas sur un débit en kilogrammes par seconde, mais sur un débit exprimé à la température d'aspiration et à la pression d'aspiration. Alors pourquoi la température d'aspiration? Si l'air est très chaud, si l'air est trop chaud, le compresseur il va bien sûr avoir en sortie, si c'est un compresseur refroidi par air notamment, de l'air plus chaud. Alors le deuxième point, c'est examiner si vous avez ici des compresseurs refroidis par air. Si vous avez des compresseurs refroidis par air, ils rejettent de l'air chaud. Ils rejettent donc la chaleur, mais les compresseurs refroidis par air sont très affectés par une température ambiante. Dans ce cas-là, c'est la température ambiante qui est chaude et qui est la température du fluide de refroidissement, qui est aussi l'air comprimé. Et donc, si vous êtes dans un milieu trop chaud, vous aspirez de l'air trop chaud et vous le refroidissez à travers un échangeur thermique avec de l'air ventilé trop chaud. Et évidemment, ça ne se passe pas bien. Le pire de tout, c'est quand vous réaspirez une partie de l'air que vous avez utilisé pour le refroidissement du compresseur et de l'air comprimé. Vous voyez ? Dans ce cas-là, une partie de la chaleur reste dans le compresseur. Et là, ça se passe extrêmement mal. Vous voyez ? Donc, si vous avez de l'air trop chaud, très souvent, c'est que vous aspirez de l'air trop chaud, que vous refroidissez avec de l'air ou avec de l'eau de tour qui est trop chaude. On peut imaginer un réfrigérant atmosphérique sec, qui dans ce cas-là, fournirait peut-être de l'eau à plus de 40 degrés. Hein. La plupart des compresseurs n'acceptent pas d'être refroidis avec un fluide de refroidissement, qu'il s'agisse d'air ou d'eau, à plus de 40 degrés. Ça se passe extrêmement mal. Si vous avez de l'air de refroidissement à 40 degrés, pour refroidir ici, simplement au niveau de la température ambiante, vous allez avoir forcément de l'air comprimé à plus de 50 degrés. Voilà. Dès qu'il y a un peu d'encrassement des échangeurs thermiques, vous allez dépasser 50 degrés, 55 peut-être. Et dans ce cas-là, à l'entrée du système inconnu de traitement de l'air, à l'entrée du séchage, vous allez avoir beaucoup plus de vapeur d'eau à évacuer. Donc la question n'est pas, dans un premier temps, quelle que soit la technologie, hein, ce n'est pas une question de marque, ça peut être un peu une question de technologie, mais votre sécheur, quel qu'il soit, va devoir être déclassé, et on verra ça, si l'air comprimé rentre à plus de 35 degrés dans votre sécheur. Voilà. Le deuxième critère, c'est que vous allez mesurer ici la température entrée séchage. Ça, c'est une autre série de mesures que vous pouvez faire.
Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il y a comme séchage, donc on va appeler ça la température sortie compresseur, vous voyez. Elle est là, cette température. Alors évidemment, si vous avez un refroidissement final, ça va aller mieux. Ça fait partie des trucs qu'on va voir peut-être dans le traitement de l'air comprimé. Mais il est clair que si vous envoyez de l'air à 55-60 degrés dans vos sécheurs, quel que soit le type de séchage, ça va se passer assez mal. De même, tout simplement parce qu'il faut déclasser le sécheur quand la température dépasse 35 degrés. Il faut également déclasser le sécheur quand la pression est en dessous de cette barre. Pour la plupart des sécheurs, ce sont les valeurs qui sont usuelles. Je ne sais pas si c'est tout à fait général, vous voyez, mais quand vous avez une pression trop basse, par exemple 5 bars au lieu de 7 bars, l'air va traverser le séchage, la zone de séchage, le sécheur, va le traverser plus vite et va passer moins de temps donc dans le dispositif qui la sèche, et ça va se passer assez mal. Enfin, un point sur lequel j'aimerais... alors on a eu quelques fois, mais c'est assez rare, des interconnexions avec un réseau d'eau. J'ai dû voir ça une fois, vous voyez, c'est exceptionnel. Il arrive que de l'eau ou d'autres produits rentrent dans le réseau d'air comprimé de manière, à cause d'une pompe pneumatique par exemple, qui s'arrête, et donc ça ne communique pas dans le sens habituel, vous voyez, mais c'est exceptionnel. Ce que je dois dire, c'est que dans certains cas, on constate que l'air est parfaitement sec ici, et qu'il y a néanmoins de l'eau sur les utilisations. Vous voyez. Dans ce cas-là, comment dirais-je, les choses qu'on peut faire, c'est de mesurer ici ce qu'on appellera la température de rosée, la température donc à laquelle de l'eau va se condenser sous forme d'eau liquide, on appelle ça une rosée, hein, ou de givre, et on va la mesurer. Alors il faudra faire attention, on parlera de la mesure de température de rosée, hein, c'est une mesure qui peut être faite soit sous pression, soit sur air comprimé détendu, on verra pourquoi il y a une différence. La température de rosée peut être mesurée en général en continu à la sortie des sécheurs, mais on va la mesurer également sur les usages qui sont éventuellement affectés. On peut la mesurer de manière ponctuelle, et c'est utile. Pourquoi? Assez souvent, de l'eau liquide s'est accumulée dans le réseau de distribution à l'occasion d'un incident qui peut-être s'est produit il y a 2 semaines, 3 semaines, il y a 1 mois. Et certains réseaux de distribution ne sont pas faciles à purger. Dans certains cas, personne ne le fait, donc même si c'était facile, il encore faut-il que les gens s'en occupent un peu. Les réseaux de distribution ne sont pas forcément équipés de purgeurs automatiques pour évacuer les condensats qui se sont formés. Et donc, le réseau de distribution, comment dirais-je, peut servir de réservoir d'eau. Voilà. Donc, nous avons traité, donc ça c'était le cours 4 de cette série. Je ne sais pas comment ça pourrait être présenté, il y a une limite on cherche à avoir des petites vidéos, vous voyez, de manière à ce qu'elles soient faciles à charger. Je dirais que nous avons traité les 3 critères que nous avions pris au début de cet exposé, hein, sur le premier cours, qui sont l'énergie, la pression et le séchage. Et j'espère que cette petite vidéo vous sera un peu utile. Nous allons continuer en précisant ce qui se passe dans ces zones inconnues. Merci beaucoup.